Maintenant, je passe la parole à Christophe qui va nous parler des techniques de ballon gastrique, de la technique du ballon gastrique et de son efficacité. Alors, bonsoir à tous, et c'est un plaisir d'échanger ce soir sur la thématique du ballon gastrique qui existe depuis une quarantaine d'années et dont l'engouement est important sur le plan médiatique ou bien sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas discutable. Il existe une dizaine de ballons gastriques, mais tous ne sont pas disponibles en France. Si on considère la database des brevets monde EspaceNet, on observe que 61 brevets ont été déposés sur la thématique du ballon gastrique, ce qui est beaucoup pour un dispositif médical, d'autant que 6 brevets ont été déposés depuis 2016. De plus, on constate que des dispositifs hybrides sont en cours d'évaluation dans certains centres bariatriques, c'est-à-dire des dispositifs qui associent un ballon gastrique à un autre device bariatrique ou bien un ballon gastrique à un protocole médicamenteux. Alors la question des paramètres du ballon, la paroi peut être en silicone ou en polyuréthane, et bien dans certains cas un mixte des deux. Le contenu, c'est soit de l'air, soit du liquide. Bon, il y a un ballon qui contient du gaz qui n'est pas disponible en France. Le volume est de l'ordre de 500 ml, mais peut, dans certains cas, être augmenté jusqu'à 700 ml. La forme, c'est habituellement une sphère. Il y a des ballons qui moulent l'anatomie de la cavité gastrique. Le ballon peut être ajustable, c'est-à-dire disposé d'un raccord de remplissage, ce qui suppose, donc on peut modifier le volume en cours de pause, mais ce qui suppose une troisième endoscopie en cours de pause. La durée de pause du ballon varie de 4 mois pour le ballon Allurion à 12 mois pour le ballon Apollo Endosurgery 365 ou le ballon Spatz ou le ballon Easy Life, en passant par une durée de pause de 6 mois pour le ballon Orbera ou le ballon Andalis. Dès lors qu'on choisit un ballon qui est posé sous endoscopie, l'anesthésie générale est nécessaire aussi bien pour la pose que pour la dépose. Alors, à la pose, l'intubation n'est pas nécessaire. Elle peut être proposée au début lorsqu'on est au début de sa courbe d'apprentissage. On l'utilise en fait jamais. En revanche, l'intubation doit être systématique pour le retrait afin de ne pas exposer le patient au risque de syndrome de Mendelssohn. En effet, il s'agit d'une anesthésie sur estomac plein. De plus, l'opérateur sera plus sécurisé si, par exemple, le ballon vient s'impacter dans l'ésophage au retrait. Et donc, il faut à ce moment-là le repousser dans l'estomac et on est plus sécurisé en étant en présence d'un patient qui est intubé. Alors, poser une indication, c'est d'abord éliminer les causes qui contre-indiquent le recours à un ballon gastrique. C'est toute la pathologie gastrique, autrement dit, tout ce qui est susceptible de faire saigner la muqueuse gastrique, dont l'hypertension portale. La question de la chirurgie gastrique antérieure est également une cause de contre-indication, puisqu'on peut admettre que ça va fragiliser la paroi gastrique. C'est le cas, par exemple, de l'anneau de gastroplastie qui aurait été retiré. Donc, ça serait une erreur de poser un ballon gastrique. S'il y a une complication, ça sera difficile à défendre. En ce qui concerne la chirurgie abdominale importante, qui est génératrice de bride ou d'adhérence, eh bien, elle entre en ligne de compte dès lors qu'on choisit un ballon sans endoscopie, donc qui va migrer une fois dégonflé, et on peut admettre que dans le cas de plicature en rapport avec des adhérences ou des brides, il y a à ce moment-là une impaction du ballon, ce qui provoquerait une occlusion, et il faudrait à ce moment-là envisager un geste chirurgical. Les traitements en cours sont une question importante, en particulier les traitements antiagrégants, les traitements anticoagulants, les traitements anti-inflammatoires au long cours. Et en clair, eh bien, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur l'avis des spécialistes en question pour décider collégialement de l'indication d'un ballon gastrique. De même, pour les troubles psychiatriques, il ne faut pas hésiter à prendre l'avis d'un collègue psychiatre. L'exogénose ou le refus de suivi médical sont des contre-indications de bon sens. Enfin, il faut écarter une grossesse et, bien sûr, imposer une contraception pour une femme en période d'activité génitale. Alors, les indications, eh bien, c'est l'index de masse corporelle qui varie de 27 à 35. Au-delà de 35, c'est à discuter au cas par cas. C'est évaluer la balance risque-bénéfice. On peut proposer un ballon soit quand il y a un IMC qui est très important, ou bien dès lors qu'il y a une contre-indication à une chirurgie bariatrique, ou encore si le patient refuse le recours à une chirurgie. Alors,
Lorsqu'on choisit un ballon sous endoscopie, il y a d'abord une phase avant la pose. Et quand lorsque plus on pose de ballon, plus on se rend compte qu'en fait, c'est pas je pose un ballon et une durée de pause. C'est en fait un programme qui commence avant la pause, une période très importante, puis la pose du ballon, puis la période qui suit la dépose du ballon. Alors, pendant cette période, on va informer clairement et loyalement le patient, bien entendu. On va vérifier le statut vis-à-vis d'Helicobacter pylori et proposer une éradication en cas de positivité. On va surtout débuter le coaching physique, débuter le coaching nutritionnel, et puis, dans notre cas, à Marseille, systématiquement commencer une prise en charge par hypnothérapie, de sorte qu'on prenne en considération les causes du surpoids. Alors, lorsqu'on utilise un ballon avec endoscopie, le premier temps, c'est une endoscopie qui a pour but de lubrifier l'ésophage, de vérifier qu'il n'y ait pas de lésion à traiter, d'aspirer le contenu gastrique. Et à ce moment-là, on descend le ballon sur le cliché de gauche, donc qui est raccordé à son raccord, et puis rempli. Le raccord est ensuite désaccouplé. Sur le cliché du milieu, on voit en rétrovision le ballon gastrique qui est visible en rétrovision. Alors les petites bulles d'air, c'est dû à l'hyperpression en rapport avec le remplissage. Bon, il y a une coloration bleue parce qu'on utilisait un colorant, ce qu'on ne fait plus maintenant. Sur les trois clichés de droite, on voit le retrait du ballon. En haut, le ballon avant qu'il soit vidé, donc il y a une couleur différente puisqu'il était en contact avec l'acidité gastrique pendant plusieurs mois. Sur le cliché du milieu, eh bien, on a harponné de façon le plus tangentielle possible le ballon avec une aiguille et le contenu est aspiré de couleur bleutée. Enfin, quand le ballon est complètement vidé sur le cliché du bas, eh bien, on le saisit avec une pince à corps étranger. Il faut bien l'attraper, il faut attraper au moins 2 épaisseurs du ballon et puis on va le remonter le ballon par la filière digestive avec un mouvement régulier et éviter de l'impacter au niveau de l'ésophage. Alors, une fois ce ballon posé, il y a d'abord une phase initiale qui est un inconfort évident de 3, 4, 5 jours dont le patient aura été préalablement informé. Et puis, alors, on donne, il y a tous des protocoles, chacun a son protocole pour prévenir les vomissements, prévenir les douleurs abdominales, surtout éviter la déshydratation et l'hypokaliémie en rapport avec les vomissements. Ensuite, le suivi doit être régulier. L'échographie est indispensable lorsqu'on pose des ballons gastriques. D'abord parce que c'est très simple à réaliser. Bon, le patient, il regarde son écran, il est très content de voir le ballon. L'opérateur est rassuré en même temps. On vérifie que le ballon qui est souligné ici par les flèches vertes mesure bien 10,5 ou 11 cm dans son grand axe. On vérifie qu'il ne se vide pas. On vérifie qu'il est en bonne position. Et puis, on s'assure qu'il n'y a pas de distension gastrique en amont. Les risques principaux, c'est en rapport avec les retraits prématurés, c'est la déflation du ballon, c'est-à-dire que le ballon se dégonfle et puis il est susceptible de migrer et de provoquer une occlusion. Alors, il peut passer spontanément, mais ce n'est pas nécessairement le cas. On peut être amené dans certains cas à aller récupérer le ballon par voie haute ou par voie basse si c'est au niveau de la valvule de Bohin, ou bien dans certains cas avoir à proposer une celliochirurgie. Le deuxième risque de retrait prématuré, c'est l'hyperinflation, c'est-à-dire l'inverse, le ballon gonfle de façon exagérée avec présence d'air à l'intérieur du ballon. C'est probablement en rapport avec une pullulation microbienne. On peut évoquer une asepsie insuffisante ou bien éventuellement un défaut de fabrication du ballon. Et puis, le troisième risque de retrait prématuré, et l'échographie a toute sa place, c'est l'impaction du ballon dans la partie basse de l'estomac. Donc vous voyez sur ce cliché d'échographie, sur la gauche de l'écran, on a le bas et la droite. Sur la partie droite de l'écran du cliché d'échographie, on a le haut et la gauche. Alors le ballon est bien visible, souligné par les flèches vertes, et il est responsable, donc il est impacté au niveau de l'antre, et on voit bien qu'il y a une distension très importante avec du liquide qui est souligné par les flèches bleues. Il peut y avoir 1 litre, 1,5 litre de liquide, et dans ces situations désagréables, eh bien, on voit arriver un patient qui a les yeux cernés, qui est épuisé, qui est déshydraté, qui a vomi, il y a toute une ambiance de stress, il veut absolument enlever ce ballon. Bon. Et à ce moment-là, on se rend compte, et je pense que c'est la notion la plus importante que j'ai apprise sur le terrain, c'est la possibilité, la capacité de mobiliser le ballon avec ses mains. C'est-à-dire que de la même façon qu'un obstétricien va bouger la tête du bébé au niveau de l'utérus, eh bien, on peut mobiliser le ballon, et on le fait sous contrôle échographique, c'est-à-dire
par un mouvement du bas vers le haut et de la droite vers la gauche, c'est-à-dire en remontant vers l'épaule gauche. Donc avec le poing fermé, eh bien, on remonte et on appuie sous les côtes, et à ce moment-là, on arrive à bouger le ballon et on voit tout d'un coup que le liquide qui est en amont, eh bien, peut à ce moment-là être évacué, et on associé à une réhydratation, associé à une recharge kaliémique, eh bien, on peut éviter à ce moment-là le retrait prématuré du ballon. Mais cette mobilisation, qui est vraiment une notion essentielle, elle peut aussi être du fait du patient. C'est-à-dire que quand on a posé un ballon, eh bien, on peut expliquer au patient que lui-même peut remonter son ballon avec le même mouvement qui remonte vers l'épaule gauche, ou bien il peut le mobiliser de façon plus passive, par exemple en se mettant décubitus latéral gauche, en procubitus, en Tremlenbourg, utiliser différentes variations de position pour mobiliser son ballon, et c'est efficace également en cas de douleur. Alors le ballon à l'urion, donc un ballon sans endoscopie, mérite une place à part parce qu'il est très innovant sur le plan technologique puisqu'il n'y a pas besoin d'endoscopie, pas besoin d'anesthésie générale ni pour la pose ni pour la dépose. On voit sur le cliché en bas à droite que le ballon est absorbé sur un patient conscient, il est souligné par la flèche verte. Eh bien, on l'aide à le positionner à la base de la langue et puis après, par des mouvements de déglutition, le ballon descend au niveau de la filière ésophagienne. On vérifie par une scopie qu'on est bien en dessous de la coupole diaphragmatique. À ce moment-là, il n'y a plus qu'à remplir avec un volume pré-rempli qui est de 550 millilitres. Et ensuite, pas besoin de radiographie. On vérifie par échographie que le ballon mesure 11 cm et on peut à ce moment-là, le patient peut rentrer chez lui. La durée de la procédure, c'est une quinzaine de minutes. Alors, quels sont les datas? Donc, on a peu de temps. J'ai retenu l'étude qui a l'effectif, la cohorte la plus importante, qui est une étude brésilienne qui est coordonnée par Manuel Galvão Neto, qui concerne 39 endoscopistes, tous au Brésil, avec pas loin de 40 000 patients et pas loin de 42 000 ballons posés sur ces patients, avec comme résultat une perte de poids sur le poids total, donc un chiffre qui est optimiste, de 18,4%. On peut noter que pour ces auteurs, le taux d'adverse events, c'est pas loin de 1% pour l'hyperinflation et la même chose pour la déflation, étant entendu qu'on peut diminuer l'hyperinflation par la sepsie plus rigoureuse et la déflation par la protection de diminuer l'acidité gastrique avec par exemple un IPP à demi-dose. Et à ce moment-là, ces auteurs observent un taux de retrait prématuré qui est de 2,2%, ce qui est beaucoup pour une procédure où les patients payent eux-mêmes le dispositif. Il me semble qu'on peut diminuer ce taux et au fur et à mesure qu'on avance dans son expérience, eh bien, on se rend compte que les 100 derniers patients, il y a beaucoup moins de retrait prématuré que sur les 100 premiers. On peut citer également une méta-analyse qui regroupe 8 études randomisées. Cette fois-ci, il s'agit du pourcentage d'excès de poids qui est rapporté à 9,7%. Bien entendu, la question, c'est de savoir ce qui se passe après. Mais l'efficacité sur le poids est certes établie, mais également sur les comorbidités. Alors sur la colonne de gauche, on voit qu'elle concerne aussi bien la résolution du diabète que l'amélioration du diabète, la résolution de l'hypertension artérielle ou l'amélioration de l'hypertension artérielle, ainsi que la dyslipidémie. Et on voit sur la colonne de droite qu'on a dans tous les cas un résultat qui est significatif sur le plan statistique dans cette étude qui a été rapportée récemment en 2021. En raison du temps imparti, il est temps de conclure. Je voudrais dire que les points importants, c'est l'implication. Et l'implication, elle est triple. C'est l'implication du patient, c'est-à-dire que c'est pas je mets un ballon, et ben non, il faut mouiller la chemise, il faut s'impliquer, il faut l'avoir bien informé, il faut l'accompagner dans sa démarche, et c'est le sujet qui suivra après. L'implication de l'opérateur est très importante. C'est pas un long fleuve tranquille de mettre des ballons gastriques. Ça veut dire que soit on en fait un certain nombre, on progresse dans son expérience et à ce moment-là, il est pertinent de continuer, soit il ne faut pas en faire. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure des pauses qu'on peut être amené à faire, eh bien, on rencontre des petites difficultés. Ça veut dire qu'il y a une vraie implication de l'opérateur. Et puis, bien entendu, une implication de l'équipe. Je voudrais terminer en rappelant l'importance de l'hypokaliémie. Ça veut dire qu'on a tous été confrontés à des patients qui reviennent avec une hypokaliémie inférieure à 3. On est obligé de les hospitaliser, de recharger le potassium. Ça veut dire qu'il faut leur remettre des ordonnances pour
pouvoir doser le potassium en cas de vomissement, il faut leur expliquer l'importance de la recharge kaliémique et il faut être très vigilant sur leur rappeler l'importance de prendre en cas de vomissement. Pour terminer, un point fondamental, c'est l'importance de l'échographie quand on a recours à des ballons gastriques. C'est très simple, c'est très utile et ça permet une mobilisation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Christophe de nous avoir